Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire d'Extasie. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Le bruit de la circulation matinale résonnait sous la fenêtre de l'appartement de Rita Bradley, dans le nord-ouest de Washington, bien loin des tours de verre et du style de vie tendu de Manhattan où elle avait vécu autrefois sous le nom de Madame Rita Bernard. Ce nom ne figurait plus sur son courrier, son CV ni son cœur. À 34 ans, avec une peau en amande, des boucles serrées qu'elle arborait en chignon bas et une garde-robe à l'assurance discrète, Rita était en pleine reconstruction. Pas de réinvention, juste une redécouverte. Son nouveau 2 pièces n'était pas luxueux, mais il avait du parquet baigné de soleil, un fauteuil de lecture en cuir usé près de la fenêtre, et suffisamment de calme pour s'entendre réfléchir. Elle avait passé les 6 derniers mois à apprendre à aimer le silence. Le silence qui suivait un mariage s'était effondré, non pas avec fracas, mais avec 1000 haussements d'épaules dédaigneux de la part d'un homme qui la considérait comme sa fierté. Liam Bernard avait autrefois loué son génie. Puis il avait commencé à la qualifier de trop adaptée au conseil d'administration et trop peu adaptée aux soirées mondaines. Son nouvel emploi chez Eden & Levy, l'une des plus grandes agences événementielles de la capitale, lui a été vital. Ce n'était pas son rêve. Rita avait étudié l'anthropologie culturelle et rêvait autrefois d'organiser des expériences muséales, mais Eden & Levy lui a offert un cadre, des défis et un salaire. L'agence organisait des galas prestigieux, des réceptions d'ambassade et des événements caritatifs exclusifs. Sa capacité à gérer les clients difficiles avec calme et autorité a rapidement attiré l'attention des planificateurs seniors. Sa responsable, Clara Dumont, directrice artistique d'origine britannique pragmatique, avait un jour déclaré « On ne craque pas sous la pression, Rita. C'est un atout précieux dans ce métier. » Rita en était fière. Chaque semaine, elle passait des commandes de fleurs, négociait les spécifications d'éclairage et créait des moodboards pour des collectes de fonds politiques, tout en évitant discrètement les projecteurs. Elle n'était pas là pour briller, juste pour survivre. Pourtant, lorsqu'elle arpentait le sol marbré du siège social d'Eden & Levy, près de Dupont-Circle, presse-papier à la main et son téléphone bourdonnant d'appels de rendez-vous successifs, quelque chose en elle recommença à s'agiter. Une trace de confiance. Une lueur de détermination. En dehors du travail, Rita restait discrète. Elle ne fréquentait personne. Elle sortait rarement, sauf pour une visite de salle ou un dîner d'équipe. Ses soirées étaient consacrées à de longues promenades dans le parc Rock Creek et à la rédaction de son journal intime dans des carnets empilés sur sa table de nuit. Pas d'appel de sa meilleure amie pour bavarder sur les hommes, pas de brunchs improvisés, pas de crise de nerfs dramatique autour d'un verre de vin. Sa vie était intentionnelle, son silence apaisant. Mais sous ce calme se cachait une souffrance. Liam l'avait quittée non pas pour un inconnu, mais pour Jasmine Donald, une agente de relations publiques aux lèvres brillantes et aux formes généreuses, présentée comme une simple collègue lors d'une de leurs fêtes d'anniversaire. La trahison ultime n'était pas l'affaire. C'était le sourire narquois de Liam quand il avait dit « Je crois que Jasmine me touche davantage ». Cette phrase à elle seule avait mis fin à 5 ans de mariage. Rita était partie sans pension alimentaire, sans appartement, juste sa dignité et une valise. Elle n'a jamais supplié. Elle ne s'est jamais battue. Elle est simplement partie, et c'est peut-être ce qui a rendu Liam le plus furieux. Désormais, chaque matin, tandis qu'elle ajustait les arrangements floraux et organisait des dégustations de vin pour des gens qui ne lui poseraient jamais de questions sur son passé, Rita murmurait la même affirmation avant de franchir la porte « Aujourd'hui, je construis quelque chose qui m'appartient. » Elle ne savait pas encore ce que ce serait. Une promotion ? Un nouveau rêve ? Un amour qui ne l'obligerait pas à se rétracter ? Tout ce qu'elle savait, c'est que la femme que Liam avait qualifiée d'ennuyeuse était devenue l'épine dorsale de décès. La plupart des rassemblements d'élite. Et quelque part au-delà de l'horizon, le destin avait déjà commencé à redistribuer les cartes qu'elle croyait autrefois définitivement contre elle. Liam Barnard ajusta les poignets de son blazer en lin italien en sortant de sa Porsche noire élégante pour se retrouver dans le chaos étincelant d'une soirée de lancement à Midtown Manhattan. Le lieu scintillait de murs en verre teinté, de sculptures chromées et d'invités débordant d'assurance. Il marchait comme un homme avec le monde à ses pieds, car pour Liam, l'image était primordiale. À 38 ans, il avait bâti un empire sur le charme, la tromperie et le timing. Il n'avait pas soif de paix. Il avait soif de pertinence. Après avoir perdu un contrat technologique de plusieurs millions de dollars il y a 2 ans, Liam avait orchestré son retour non pas grâce à une planification financière intelligente, mais grâce à ses performances.
Cet homme savait présenter l'échec comme une évolution. À ses côtés se tenait sa plus belle figure, Jasmine Donald, grande, radieuse, digne d'une véritable coupe de cheveux. Jasmine avait une beauté qui attirait l'attention comme des aimants attirent le métal, une peau satinée, des cils incroyablement longs et des courbes qui bougeaient avec une grâce innée. Mais la beauté n'était pas sa véritable arme, la stratégie l'était. Elle s'était extirpée du chaos d'une enfance chaotique dans le Queens, troquant la douleur contre le pouvoir, les secrets contre le statut. Lorsqu'elle a rencontré Liam lors d'un gala de la finance il y a 2 ans, elle était déjà bien ancrée dans les milieux des relations publiques des clubs les plus exclusifs de Manhattan, usant de son influence pour réécrire le récit des autres tout en modifiant discrètement le sien. Pour Liam, elle était tout ce que Rita n'était pas, bruyante, luxueuse et impitoyable. Pour Jasmine, Liam était une échelle, pas une destination. Elle lui murmurait des rêves à l'oreille la nuit, des rêves d'entreprises médiatiques, de marques de bien-être, de spots télévisés. « Tu n'as plus ta place derrière un bureau, ma puce, disait-elle souvent. Tu as ta place devant les caméras. » Liam la croyait. Il croyait tout ce qu'elle disait, car Jasmine savait toujours le dire. Ils étaient désormais inséparables aux yeux du public, assistant à des galas de charité, publiant des photos soignées de fêtes sur des yachts, laissant entrevoir des prises de pouvoir qu'ils n'avaient pas encore tout à fait réalisées. Ensemble, ils formaient une marque plus qu'un couple. Mais sous les facettes assorties et les sourires champagne, de profondes fissures se cachaient. Jasmine poussait constamment Liam vers des investissements plus risqués, notamment une ligne de soins de la peau en faillite qui, selon elle, pourrait bouleverser l'industrie du bien-être. À huis clos, leurs disputes étaient fréquentes et venimeuses, l'orgueil de Liam contre l'ambition de Jasmine. Pourtant, devant les caméras, ils rayonnaient. On les appelait le couple d'or de Manhattan. Les tabloïds vénéraient chacune de leurs apparitions. Ce que personne ne voyait, c'était la façon dont Jasmine supprimait les messages avant que Liam ne s'en aperçoive, ou son sourire en réfléchissant à sa prochaine étape, seule. Ses yeux scrutaient constamment la pièce, calculant qui avait le plus d'influence, qui avait le plus de valeur. Liam, pour l'instant, suffisait amplement. Liam, de son côté, était obsédé par l'idée de prouver qu'il avait dépassé son ex-femme. Rita avait été trop discrète, trop modeste à son goût. Elle lui avait offert stabilité, pas spectacle. Elle croyait à la construction. Jasmine croyait à la diffusion. Et Liam, bêtement, croyait que cela la rendait meilleure. Il n'avait pas eu de nouvelles de Rita depuis la finalisation des papiers du divorce. Mais chaque fois qu'un appareil photo prenait une photo de lui et Jasmine, il espérait qu'elle la voie. Chaque fois qu'ils apparaissaient sur Internet, il l'imaginait les regarder, les regrettant. Parce que Liam ne voulait pas de paix avec son passé. Il voulait des applaudissements. Et Jasmine, avec son éclat et ses griffes, était l'instrument parfait pour sa performance. L'hôtel Fairmont de Washington, D.C., vibrait de l'élégance discrète de l'influence. Les verres de cristal tintaient sous les lustres dorés, et l'air vibrait de ces rires qui dissimulaient des accords calculés. Rita Bradley se tenait au bord de la salle de bal, vêtue d'une élégante combinaison bleu marine, son presse-papier dans une main et une oreillette discrète dans l'autre. Cet événement, une collecte de fonds à huis clos pour des donateurs politiques clés, était l'une des missions les plus stressantes qu'elle ait eu à gérer chez Eden & Levy. Clara Dumont, sa responsable, avait clairement fait comprendre que cette soirée pouvait être décisive pour la carrière de Rita au sein de l'entreprise. Tout devait se dérouler sans accroc. Alors qu'elle faisait signe au serveur de baisser les lumières et demandait à un assistant junior d'ajuster la bannière de répétition au poste photo, Rita avançait avec calme et détermination. Elle n'avait pas besoin d'être vue. Elle devait agir. Elle ne le remarqua pas tout de suite. Il n'était entouré d'aucun entourage et ne souriait pas aux photographes. Au lieu de cela, le sénateur Desmond Benjamin se tenait au fond de la salle, parlant doucement à 2 donateurs âgés avec l'aisance d'un homme qui écoute plus qu'il ne parle. À 39 ans, Desmond avait gravi les échelons du Congrès grâce à une réputation d'intégrité, d'éloquence et une présence désarmante qui faisait tiquer même les lobbyistes les plus cyniques. Sa peau était d'un bronze profond, comme le soleil du sud, son regard perçant et observateur sous ses ondulations impeccables. Il n'était pas la voix la plus forte de la salle. C'était lui que les gens écoutaient. Quand Rita passa, ajustant une pièce centrale déséquilibrée de 5 cm, il se tourna vers elle, la remarquant avant qu'elle ne le remarque. « J'imagine que c'est toi qui rends toute cette magie possible, » dit-il d'une voix chaleureuse mais posée. Rita se retourna, prise au dépourvu. « Je fais juste mon travail, sénateur, »
répondit-elle avec un sourire poli. Mais merci. Elle s'attendait à ce que ce soit la fin de la conversation, un autre compliment politique destiné à la charmer et à passer à autre chose. Mais Desmond ne changea pas d'avis. Il la stabilisa un instant, son regard s'attardant non pas avec admiration, mais avec curiosité. « Tu n'as pas l'air d'être là pour impressionner qui que ce soit, dit-il pensivement. C'est rare dans une pièce comme celle-ci. Rita haussa légèrement un sourcil, amusée. Et pourtant, je t'ai impressionné. Son sourire s'est étiré, sincère et large. Tu l'as fait, vraiment. Leur échange fut bref, mais il y avait quelque chose de solide, de réel, comme un escalier bien construit dans une maison pleine de planchers qui grincent. Plus tard dans la soirée, alors que les discours commençaient et que les caméras balayaient la salle, Rita se tenait dans les coulisses, surveillant les signaux lumineux. Son regard se posa sur Desmond à l'estrade. Son discours était calme et inspirant, rempli de phrases sur la justice, le rétablissement de la confiance et la force tranquille des êtres invisibles. Il ne la regarda plus jamais, mais elle avait le sentiment, d'une certaine manière, d'avoir été vue. Pour la première fois depuis des années, Rita sortit d'une salle de bal sans se sentir épuisée ni invisible. Elle sortit en se demandant ce que cela signifiait d'être remarquée par un homme qui ne voulait rien d'elle, mais semblait valoriser tout ce qu'elle était. Jasmine Donald était allongée sur le canapé d'angle en velours de leur appartement de l'Upper East Side, sa robe de chambre en soie drapée nonchalamment sur une épaule, un verre de kombucha pétillant dans une main et son téléphone dans l'autre. Elle ne parcourait pas les pages, elle étudiait. Algorithmes, hashtags, indicateurs d'influence, la liste des invités les plus récents du refuge privé d'une star de télé-réalité de la côte ouest. Jasmine ne voulait pas seulement être admirée. Elle voulait être vénérée. Et elle en avait assez d'être l'accessoire de quelqu'un d'autre. Sa marque, Glorin, n'était encore qu'un fantasme à moitié construit, un empire du bien-être promettant des sérums végétaliens, des jus revitalisants et des bougies détox artisanales. Les produits n'existaient pas encore, mais le site web était impeccable et le compte Instagram de la marque comptait déjà 15 000 abonnés achetés. Ce dont elle avait besoin maintenant, c'était de légitimité. Et pour cela, elle avait besoin de l'argent et du nom de Liam. Liam faisait les 100 pas, mi-écoutant, mi-anxieux, tandis qu'elle présentait son argumentaire pour la 3e fois de la semaine. L'investissement initial qu'elle souhaitait avait explosé, passant de 80 000 $ à $250 000. Ce n'est pas seulement pour les soins de la peau, Liam, dit-elle en croisant les jambes. C'est un style de vie. C'est un média. C'est une stratégie de marque. Imaginez-nous co-animant une émission matinale, faisant des tournées de presse. Tu serais le cerveau financier derrière tout ça. J'en serai le visage. On sera le prochain couple mobile. Son ton était mielleux et empreint d'ambition, mais son regard était de pierre. Liam, bien que sceptique, était flatté. Il adorait l'idée de faire à nouveau la une des magazines, il adorait le fantasme de se réveiller avec des gros titres le présentant comme le visionnaire de la prochaine marque de bien-être à $1 milliard. Pourtant, les chiffres n'avaient aucun sens. Il souligna la logistique, l'absence d'approbation de la FDA, l'absence de chaîne d'approvisionnement, les poursuites judiciaires auxquelles d'autres influenceurs avaient été confrontés. Jasmine le coupa avec un sourire glacial. Nous n'avons pas besoin d'approbation. Nous avons besoin de visibilité. La crédibilité vient après la célébrité. Elle était implacable, et Liam, qui cherchait déjà à regagner les bonnes grâces de Wall Street après l'enquête discrètement enterrée, était vulnérable à tout ce qui promettait une réinvention rapide. Jasmine sentait cette faiblesse comme du sang dans l'eau. Elle accentua la pression en citant des investisseurs qui avaient manifesté leur intérêt, des influenceurs qui avaient accepté de promouvoir l'entreprise sans y répondre, et des célébrités sur le point de la soutenir. Ils ignoraient l'existence de la marque. Mais sa plus grande arme était personnelle. Rita n'a jamais cru à tes projecteurs, murmura Jasmine un soir, blottie contre lui dans son lit. Elle avait peur de l'ampleur que tu pourrais prendre. Mais pas moi. Je te vois, Liam. Et je veux que le monde te voie aussi. C'est ce qui l'a brisé. L'idée que soutenir Jasmine équivalait à prouver que Rita avait tort. Investir dans cette illusion effacerait la femme discrète qui lui avait autrefois demandé de ralentir, d'arrêter de jouer, d'être présent. Jasmine ne voulait pas de présence, elle voulait du pouvoir. Et Liam, en manque de pertinence, signa le premier chèque une semaine plus tard. Il ignorait que Jasmine avait déjà enregistré Glorin à son nom.
Il ignorait qu'elle avait un deuxième téléphone rempli de contacts que Liam n'avait jamais rencontrés. Il ignorait qu'il était déjà présenté dans les campagnes de relations publiques sous le nom de Liam Bernard, investisseur silencieux. Pour Jasmine, Liam était utile. Mais personne ne le restait éternellement. Rita se tenait au fond de la salle de conférence bondée du Capitole, la posture droite, tablette à la main, vêtue d'un chemisier gris anthracite et d'un pantalon noir ajusté. Elle n'était ni politicienne ni donatrice. Mais lorsque l'équipe du sénateur Desmond Benjamin l'a contactée pour lui demander de participer à l'organisation d'une table ronde consultative à huis clos sur la confiance civique et la réforme électorale, Clara Dumont a insisté pour que Rita en soit la responsable. « Ils vous ont expressément demandé », avait dit Clara en regardant par-dessus ses lunettes. « Apparemment, tu as fait forte impression. » Rita n'a pas protesté. Elle n'a même pas rougi. Elle accepta simplement, même si, sous son calme, des questions se bousculaient. Pourquoi un sénateur, l'un des hommes les plus en vue de la politique américaine, la solliciterait-il personnellement? Et pourquoi, au cours des 3 dernières semaines, y avait-il eu 3 invitations de ce genre? Cette réunion-là était différente. La presse n'était pas autorisée à y assister. La sécurité était plus stricte que d'habitude. Rita fut amenée en avance, informée par le directeur de la communication de Desmond, et installée discrètement à côté de la table, son bloc-notes à la main. Desmond arriva quelques minutes plus tard, entouré de 2 assistants et d'une énergie sereine qui imprégna instantanément la salle. Il croisa brièvement son regard et hocha la tête, non pas d'un air désinvolte, mais d'un hochement de tête appuyé. Un hochement de tête qui signifiait « je te revois, et je me souviens ». Tandis que la discussion se poursuivait, les conseillers politiques débattant avec véhémence de la suppression des électeurs et de la désinformation numérique, Desmond s'arrêtait souvent pour demander le point de vue de Rita, ce qui surprit visiblement plusieurs hommes présents. Elle a répondu avec clarté et retenue, privilégiant toujours le pragmatisme et le ton, plutôt que l'émotion. « Vous avez l'oreille du public dans ces salles », a-t-elle déclaré lorsqu'on l'a interrogée sur sa stratégie de communication. « S'il ne croit pas à votre façon de vous exprimer, peu importe ce que vous essayez de régler. » Après la séance, Desmond s'adressa directement à elle, tandis que les autres s'éloignaient. « Tu lis une pièce plus vite que mes propres assistants, dit-il. Rita rit doucement. « Je lis les gens. C'est mon boulot. » Il marqua une pause avant d'ajouter, « Tu es un foutu derrière un presse-papier. » Ces paroles n'étaient pas de la séduction. Elles étaient respectueuses. Mais les employés qui s'attardaient près de la porte ne les interprétèrent pas de cette façon. Des murmures ont immédiatement commencé. Une organisatrice d'événements ciblée par un sénateur n'avait rien d'ordinaire. Son nom a commencé à circuler dans les conversations lors de cocktails, rien de scandaleux, juste une curiosité débordante. Certains la qualifiaient de muse discrète du sénateur. D'autres la qualifiaient de fascination passagère. Mais Desmond ne broncha pas. Il continuait de l'inviter à des briefings, non seulement pour des raisons de visibilité, mais aussi parce qu'elle le mettait au défi. Elle posait des questions difficiles en privé et offrait une analyse pointue après les événements. Il commença à compter davantage sur sa discrétion que sur certains de ses conseillers principaux. Rita remarqua également un changement. Non seulement dans son regard pendant les réunions, mais aussi dans l'importance qu'il accordait à son silence. Elle n'essayait jamais de se lier d'amitié avec lui, ne s'attardait jamais plus que nécessaire. Et cela, ironiquement, rendait sa présence plus difficile à ignorer. Un soir, alors qu'elle attendait son Uber devant le bâtiment du Sénat Russell, Desmond la rejoignit sur les marches. « Tu ne parles pas beaucoup de toi, dit-il. » Rita jeta un coup d'œil en coin. Pas grand-chose à dire qui aurait de l'importance ici. Il sourit faiblement, puis dit « Laisse-moi décider de ce qui compte. » La voiture s'arrêta et Rita ne répondit pas. Mais son silence ne le repoussa pas. Cela l'invitait à aller plus loin. Et à partir de ce moment, Desmond cessa de la considérer comme faisant partie de la pièce. Il commença à la voir comme faisant partie du cercle. La lettre est arrivée sans prévenir, sans appel théâtral, sans assistant paniqué faisant irruption dans son bureau. Juste une simple enveloppe blanche portant la mention « confidentielle » de la Security and Exchange Commission. Liam Bernard la contemplait une minute entière avant de l'ouvrir avec son coupe-papier argenté. Le texte était formel, concis et accablant. Il faisait référence à des divergences dans les déclarations fiscales de 3 sociétés écrans par lesquelles il avait discrètement investi, des sociétés que Jasmine l'avait convaincu d'être des placements sans risque pour l'avenir de Blorin.
Il jeta la lettre sur son bureau, le visage rouge de déni. Ce n'était pas sérieux, se dit-il. C'était une enquête. Une formalité. Et puis, c'était Liam Bernard. Il ne s'est pas effondré, il s'est réinventé. Pourtant, cette nuit-là, il est resté éveillé à éplucher ses feuilles de calcul, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui confirmerait qu'il avait toujours le contrôle. Mais le contrôle s'est rapidement effondré. 2 jours plus tard, un investisseur de premier plan s'est retiré d'une coentreprise immobilière. Puis, une maison de couture a révoqué son intérêt pour le placement de produits Glorin. Jasmine s'occupait des relations publiques, mais Liam ne voyait que ses photos de plage filtrées et ses tags sur des marques de luxe avec lesquelles elle n'avait pas encore de partenariat. Un soir, il lui a présenté la lettre, prudemment. « On a peut-être un petit problème de conformité », a-t-il commencé. Jasmine a à peine levé les yeux de son téléphone. « Ce n'est rien. Tu réagis de manière excessive. » Lorsqu'il insista, son ton changea, sec et défensif. Voilà ce qui arrive quand les hommes laissent la peur diriger leur empire. Ne t'égare pas, Liam. C'est ce que faisait Rita. Toujours effrayée, toujours petite. La comparaison touchait une corde sensible. Rita. Son nom n'avait pas franchi ses lèvres depuis des semaines, mais l'utilisation désinvolte de son image par Jasmine avait ravivé quelque chose de sombre en lui. Il avait détruit ce mariage par sa condescendance et sa trahison. Sa nouvelle compagne utilisait désormais le fantôme de son ex-femme pour renforcer son emprise. Déterminé à ne pas paraître faible, Liam réserva une suite privée à l'hôtel Mondrian pour la Press Forward Party, une célébration inventée de toutes pièces de sa prétendue expansion dans le secteur du bien-être numérique. Il engagea des influenceurs, engagea un quatuor à cordes et commanda même une sculpture de glace en forme de déesse rayonnante. Jasmine approuva d'un hochement de tête, prenant soin de ne pas se salir les mains dans les détails logistiques. Elle voulait juste des caméras. Liam comptait utiliser la fête comme un coup de pub discret. Il paraîtrait sûr de lui, intouchable, accompli. Et surtout, il espérait que Rita verrait les photos en ligne et réaliserait ce qu'elle avait perdu. Peu importait qu'il ne lui ait pas parlé depuis des mois. Dans son esprit, il s'agissait toujours d'elle. De gagner. De réécrire l'histoire de leur rupture comme s'il en était sorti vainqueur. Mais sous ses costumes de créateur et ses sourires ostentatoires, Liam s'effondrait. Ses appels à l'équipe juridique du cabinet se multipliaient d'heure en heure. Il avait commencé à boire lors des réunions, discrètement mais visiblement. Son propre personnel murmurait lorsqu'il quittait la pièce, inquiet des fluctuations d'humeur et de l'argent. Et pourtant, il persistait. Car pour Liam Bernard, l'effondrement n'était réel que lorsque quelqu'un d'autre le confirmait. Jusque-là, ce n'était qu'un orage passager. Et quoi de mieux pour détourner l'attention du monde qu'un éclatant spectacle de lumière? La liste des invités a donc été publiée. Les photographes ont été réservés. Et la légende était écrite à l'avance. De Wall Street au bien-être, Liam Bernard est à la tête de l'avenir du luxe. Ce qu'il ignorait, ce qu'il refusait de croire, c'est qu'alors qu'il planifiait sa performance, le sol sous ses pieds se fissurait déjà. Le brouillard matinal enveloppait le Jefferson Memorial comme un doux châle gris, étouffant le monde juste assez pour le rendre sacré. Desmond Benjamin se tenait près des marches de marbre, les mains enfoncées dans les poches de son pardessus, attendant, ce qui lui arrivait rarement. Quelques jours plus tôt, il avait été officiellement proclamé président élu des États-Unis, une victoire obtenue non pas par le scandale ou le spectacle, mais par une constance inébranlable et un génie discret. Le pays le voyait comme le prochain chapitre du leadership américain, mais ce matin-là, debout sous les colonnes blanches et froides, Desmond n'était pas un président élu. C'était un homme, hésitant à prendre un risque qui n'impliquait ni politique ni diplomatie. Lorsque Rita s'approcha, vêtue d'un manteau de laine et démaquillée, le regard vif comme toujours, il sentit sa poitrine se calmer. Ils se sont salués sans cérémonie. Pas de caméra. Pas de personnel. Juste 2 personnes qui avaient progressivement tissé des liens autour de valeurs communes et d'un respect mutuel. Au cours des derniers mois, Desmond avait accueilli Rita dans son cercle le plus proche, non seulement par attirance, mais parce qu'elle remettait en question ses idées avec une conviction tranquille. Elle écoutait, observait et offrait des perspectives qui aplanissaient ses angles morts. Leur lien n'avait pas commencé par du flirt, mais s'était développé dans la confiance, les regards croisés entre les salles de briefing et les promenades nocturnes après les conférences. Il l'avait vu gérer des situations stressantes avec assurance.
Il l'avait vu endurer rumeurs et licenciements avec grâce. Et malgré tout cela, elle n'a jamais demandé plus que ce qui lui appartenait. C'est ce qui le rassurait. Sans boîte, sans s'agenouiller, Desmond fouilla dans sa poche et en sortit une fine alliance, un saphir ovale serti dans de l'or blanc. Simple, élégant, manifestement intentionnel. Ce n'est pas une manœuvre politique, a-t-il déclaré d'une voix plus basse que d'habitude. Ce n'est ni une stratégie de marque ni un argument de campagne. C'est juste moi qui te demande de rester près de moi, car j'ai plus confiance en toi qu'en quiconque. Les yeux de Rita ne s'écarquillèrent pas. Elle ne haleta pas. Au lieu de cela, elle fixa la bague un instant, puis le fixa, son souffle formant de petits nuages dans l'air. « Tu sais que ça va mettre le feu, dit-elle doucement. Ils vont tout remettre en question. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Desmond hocha la tête. Laissons-les faire. Nous ne répondrons rien. C'était la promesse. Ce silence serait leur bouclier. Elle prit la bague sans hésitation et la glissa à son doigt, comme si elle y avait toujours été à sa place. Personne n'a applaudi. Personne n'a pris de photos. Il n'y avait pas de gros titres, pas d'actualité marquante. Seul le bruit lointain de la circulation matinale, le vol des pigeons près du bassin réfléchissant, et le début de quelque chose de sacré. Rita n'est pas devenue première dame ce jour-là. Elle n'est pas devenue un symbole public ni un hashtag. Elle devint le choix de Desmond Benjamin. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentit choisie non pas pour son apparence ou ce qu'elle pouvait offrir, mais parce que quelqu'un la voyait dans son intégralité et lui disait « Toi. Seulement toi. » Jasmine Donald occupait le pantouse de Liam comme s'il lui appartenait, et à bien des égards, c'était le cas. Elle avait réorganisé les œuvres d'art, changé le personnel et troqué son bureau en acajou contre un bureau plus élégant et en miroir qui, selon elle, était plus adapté aux photos pour les interviews. Liam ne s'y opposait pas. Plus maintenant. Ce qui avait commencé comme des suggestions s'était transformé en directives, et ces directives étaient devenues des ordres quotidiens. Jasmine s'était immiscée dans chaque aspect de son univers personnel et professionnel, tissant son influence comme de la soie autour d'un homme trop désespéré pour remarquer qu'on l'étouffait. Elle savait flatter son ego, quand feindre la douceur, quand murmurer des flatteries au lit et quand hausser le ton lors des réunions d'affaires. Lorsque Liam réalisa qu'elle avait signé un contrat d'extension de la gamme Blorin sans lui, les contrats étaient déjà en ligne et son visage était partout sur le site web. Le changement de pouvoir n'était pas subtil, il était chirurgical. Jasmine a commencé à assister à ses réunions de conseil d'administration, souvent sans lui. Elle a répondu aux appels des fournisseurs, licencié son assistant de longue date et embauché un coach en image de marque qui a qualifié Liam d'accessoire de l'empire de Jasmine. Cette phrase a fait mal au cœur de Liam, mais Jasmine avait déjà planté le récit et l'alimentait d'interviews stratégiques et de légendes Instagram énigmatiques du genre « Il a cru en moi avant le monde. Maintenant, nous régnons ensemble. » Elle a arrêté de demander l'approbation de Liam. Elle prenait des décisions et attendait qu'il les rattrape. Un après-midi, après qu'il l'eut interrogé sur la légalité d'un accord de licence avec un distributeur européen, elle le fixa longuement et lui dit d'un ton neutre « Tu veux être respecté ou tu veux qu'on se souvienne de toi ? Parce que tu n'obtiens pas les deux à essayer de jouer la sécurité. » Chaque fois que Liam résistait, elle répliquait avec des flatteries venimeuses. « Tu ne vois pas assez grand. C'est pour ça que tu as calé. Tu veux redevenir le petit projet sur de Rita ?» Ce dernier but était toujours atteint. Le nom de Rita était devenu le levier secret de Jasmine, elle l'utilisait chaque fois que la confiance de Liam reprenait. Et ça a marché. Liam détestait l'idée d'être l'erreur de quelqu'un d'autre. Il voulait être l'héritage de quelqu'un. Jasmine le savait. Elle ne l'aimait pas, elle l'exploitait. Son regard admiratif et dévoué en public était une performance. En privé, elle était calculatrice et impatiente, recevant souvent des appels en français d'investisseurs anonymes et refusant de traduire. Quand Liam insistait, elle le renvoyait comme un enfant. « Ne t'inquiète pas des détails, ma puce. Inquiétez-vous des gros titres. » Pendant ce temps, les comptes personnels de Jasmine commençaient à gonfler. Elle transférait ses profits via des entités écrans dont Liam ignorait l'existence. Elle a lancé un podcast, organisé des conférences et même annoncé un sommet bien-être pour les PDG à Monaco, que Liam n'avait pas autorisé. Pourtant, il est resté silencieux. L'enquête de la SEC n'avait pas été close, et Jasmine n'arrêtait pas de promettre qu'elle la gérerait en coulisses.
Liam était trop occupé à préserver son image publique pour creuser la vérité. Il pensait que garder Jasmine heureuse le protégerait. Il pensait que s'allier à elle le rendrait intouchable. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que Jasmine préparait déjà son prochain coup. Et si Liam devenait gênant, jetable, ou pire, embarrassant, elle le laisserait tomber comme la campagne de la saison dernière. Il lui avait donné les clés. Elle avait déjà commencé à changer les serrures. Rita était assise au bord d'un banc de velours dans la véranda privée de Lelay, le soleil de l'après-midi filtrant à travers les vitres givrées et dessinant des lignes dorées sur le sol en marbre. Derrière l'épais vitrage de sécurité, la pelouse sud de la Maison Blanche s'étendait dans un silence immaculé, protégé et immaculé. À l'intérieur, son monde avait changé. De façon spectaculaire. Irrévocable. Elle était désormais la fiancée du président élu des États-Unis, un fait connu seulement de quelques privilégiés du cercle intime de Desmond Benjamin. Chaque instant de sa vie avait changé, où elle vivait, qui elle pouvait appeler, comment elle pouvait s'habiller dehors, et même comment elle commandait son café. L'intimité de leur relation subsistait derrière des couches de noms de code, des portes gardées et des leurs soigneusement fabriquées. Et pourtant, malgré le privilège et la protection dont elle bénéficiait, Rita se sentait plus exposée que jamais. Non pas au monde, mais à elle-même. Celle qui évoluait autrefois anonymement dans les salles de spectacle se retrouvait désormais filée par des agents lorsqu'elle prenait un livre ou se promenait seule. L'adaptation n'était pas seulement logistique, elle était psychologique. Clara Dumont, sa responsable chez Eden & Ivy, lui avait accordé un congé sabbatique discret sous couvert d'un contrat de conseil à long terme. Le cabinet ne posait pas de questions, DC savait reconnaître quand le silence était de mise. Rita passait ses journées à étudier les traditions de la Maison Blanche, à lire les biographies des anciennes premières dames et à assister à des briefings protocolaires discrets avec quelques membres de l'équipe de transition de Desmond. Pas de titre. Pas de fonction. Elle avait simplement chuchoté des leçons de conseiller chevronné sur le décorum, la diplomatie et l'invisibilité publique. Elle était en train de devenir un symbole sans jamais avoir demandé à en devenir un. Elle n'a pas résisté à l'entraînement, mais elle a tout remis en question. Était-elle prête à être disséquée? À être scrutée pour son passé, son origine, son silence, ses vêtements, sa voix. Elle n'avait pas choisi cela pour le pouvoir. Elle avait choisi Desmond. Mais même cet amour était désormais soumis à des contraintes de temps et à des secrets d'État. Leurs moments ensemble devenaient brefs, intentionnels, parfois dans des couloirs silencieux, parfois autour de dîners froids entre deux briefings. Desmond restait inébranlable, ne la poussant jamais à la lumière, ne lui donnant jamais le sentiment d'être possédé. Quand tu seras prête, disait-il souvent, seulement quand tu seras prête. Mais être prête était compliqué. Les gros titres n'attendaient que de la transformer en un archétype qu'elle n'avait aucune envie d'incarner. Certaines épouses de politiciens murmuraient dans son dos, jugeant son silence comme une faiblesse ou sa modestie comme une inexpérience. Pourtant, Rita observait tout, absorbait tout et prenait des notes dans son journal intime, comme elle avait autrefois étudié les objets anciens et les déplacements des populations dans les musées. Elle savait qu'il ne s'agissait pas d'une guerre des mots. C'était une guerre de présence. Et la présence, avait-elle appris, n'avait pas besoin d'être bruyante pour être reconnaissable. Le soir, elle retournait à l'étage de la résidence, silencieuse, protégée, anonyme. Elle retirait lentement ses bijoux, rangeait son téléphone dans un coffre-fort près de la porte et laissait tomber le masque. Certaines nuits, Desmond était là, à l'attendre. D'autres fois, il participait à des réunions confidentielles ou pilotait la machine de transition. Mais les soirs où ils étaient ensemble, ils ne parlaient pas politique. Ils parlaient de ce qui leur manquait, une matinée sans protocole, un dîner sans caméra, un nom sans signification. Et même si le monde ne l'avait pas encore rencontré, Rita ressentait déjà la pression d'être quelqu'un d'autre qu'elle-même. Dans l'ombre de l'histoire, dans les couloirs résonnants du pouvoir, elle décidait discrètement qui elle allait devenir et ce qu'elle pouvait préserver d'elle-même. Le courriel arrivait enveloppé de nostalgie et de prétention, orné d'une écriture bleu marine et d'un blason doré en relief de la Westland Preparatory Academy, l'alma mater de Liam Bernard. Objet, une soirée d'héritage, 20 ans de retrouvailles à Westland. RSVP aujourd'hui. Liam le lut 2 fois, adossé à son fauteuil de bureau en cuir, un sourire narquois au coin des lèvres. Il n'était pas retourné à Westland depuis l'obtention de son diplôme, pas même pour un gala de dons ou un dîner d'administrateur, même si son nom avait parfois été mentionné dans les bulletins d'information des anciens élèves grâce à sa célébrité précoce à Wall Street. Mais maintenant, c'était parfait.
Après des années de réinvention stratégique et de succès éclatants, c'était l'occasion idéale pour afficher tout ce qu'il était devenu, un titan autodidacte, drapé de statues, avec une maîtresse qui était aussi une personnalité médiatique montante. Rita était peut-être quelque part à plier du linge ou à organiser des banquets, mais il serait l'histoire de ce soir-là. Celui dont tout le monde se souviendrait. Celle qu'ils envieraient. Liam a transmis l'invitation à Jasmine sans commentaire, mais sa réponse a été quasi instantanée, on y va. Il faudra que je porte une tenue sur mesure. Elle appela son styliste dans l'heure. Jasmine n'avait aucun lien affectif avec Westland ni avec le passé de Liam, mais l'idée de défiler devant une salle remplie d'anciens élèves fortunés était irrésistible. Elle y vit une opportunité. Elle a vu la presse. Elle a vu un moment viral qui n'attendait qu'à être immortalisé. Jasmine a commencé à planifier non seulement les tenues, mais aussi les visuels, la signalétique personnalisée pour la pluie lumineuse, les sacs cadeaux monogrammés, et même une proposition de diffusion en direct de l'événement via un lien d'influenceur privé. On aura la pièce qui nous mange dans les mains, dit-elle, perchée sur le comptoir de la cuisine, vêtue d'une robe blazer et de talons aiguilles en velours. Et si ton ex se montre, en prime. Montre-lui ce que tu as changé. Liam ne la corrigea pas. Il n'avait jamais dit à Jasmine que la blessure laissée par Rita ne s'était jamais refermée. Il hocha simplement la tête, imaginant déjà sa propre entrée, imaginant déjà Rita l'observant depuis un coin sombre, seul. Ce qu'aucun d'eux n'avait remarqué, du moins pas encore, c'était le silence qui régnait sur le téléphone de Liam. Certains de ses partenaires d'investissement de longue date n'avaient pas répondu aux appels récents. Le lancement d'une importante entreprise avait été reporté à 2 reprises sans explication. Et l'enquête mineure de la SEC qu'il ignorait sans cesse prenait discrètement de l'ampleur en coulisses. Mais Liam, porté par son ego et les illusions de grandeur de Jasmine, se concentrait plutôt sur la vision, smoking taillé à la perfection, Jasmine à son bras, les caméras claquant tandis qu'ils entraient dans la salle de bal de Westland comme des rois. Il demanda à son assistante d'organiser un service de voiture, une invitation personnalisée avec des accréditations VIP améliorées, et un chèque de don à virer discrètement au comité des retrouvailles, juste assez pour garantir une place de choix sans faire de vagues. Dans les jours qui ont suivi, l'équipe de Jasmine a commencé à élaborer un plan de communication sous le thème « L'héritage réinventé, couple puissant de la nouvelle génération ». Elle a présenté ses retrouvailles comme un retour exclusif dans l'aristocratie de la côte est, avec séances photos, sponsor champagne et, si Liam a bien joué ses cartes, une annonce de lancement en douceur de son retour dans la finance via Glorin Capital. Liam a alimenté ce fantasme heure après heure, ignorant les ombres grandissantes qui planaient sur leur plan bien ficelé. C'était l'occasion pour lui d'être vu, reconnu, envié. Il ne se doutait pas qu'il pénétrait dans une pièce dont les projecteurs étaient déjà braqués sur une femme qu'il croyait avoir laissée derrière lui. Rita se tenait près de la fenêtre de la suite, la silhouette de Washington DC lointaine mais familière. Le soleil avait disparu à l'horizon, projetant de douces ombres ambrées sur le sol de marbre. Elle ne portait ni maquillage, ni bijoux, juste un simple pull ivoire et un pantalon qui privilégiait le confort au glamour. Desmond entra discrètement derrière elle, ôtant sa cravate bleu marine avec un soupir las. Ses yeux scrutèrent son reflet dans la vitre, étudiant l'immobilité qu'elle portait telle une armure. L'invitation aux retrouvailles avait été envoyée quelques jours auparavant par voie sécurisée. Le comité des anciens élèves de Westland Preparatory l'avait envoyée par courtoisie, ne s'attendant pas à ce qu'une femme comme Rita Bradley, désormais fiancée au prochain président des États-Unis, y assiste réellement. Mais Desmond a vu quelque chose dans cette invitation. Ni politique, ni stratégique. Clôture. Il lui tendit à nouveau l'enveloppe, cette fois sans commentaire. Elle ne l'ouvrit pas, elle n'y était pas obligée. Elle connaissait chaque réplique. C'est un événement privé, dit-elle doucement. Ils ne m'attendront pas. Desmond hocha la tête. C'est exactement pour ça que tu devrais y aller. Rita se détourna de la fenêtre, les sourcils légèrement froncés. Dans quel but? Les laisser la fixer? Murmurer? Sa voix ne se brisa pas, mais elle repoussa un souvenir depuis longtemps enfoui, celui de la boursière, ignorée au bal, ignorée au débat, celle qui portait des chaussures d'occasion dans les couloirs de soie et de perles. Westland ne l'avait pas brisé, mais il avait façonné le silence qui l'habitait désormais. Tu ne partiras pas en souvenir, dit doucement Desmond en s'approchant. Tu partiras tel que tu es maintenant. Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour leur rappeler qui ils ont mal jugé. Pendant un long moment, elle resta silencieuse.
Elle le fixait simplement. Cet homme, son partenaire, qui ne lui avait jamais demandé de changer pour le pouvoir. Qui ne l'avait jamais utilisé comme complice ou pion. Desmond ne lui demandait pas de faire une scène. Il lui offrait une place dans une pièce qui avait autrefois tenté de l'effacer. Et cette fois, elle ne serait pas assise seule. Elle entrerait avec le président élu à ses côtés, symbole d'une force acquise en silence. Ils vont le faire tourner, murmura-t-elle. Les médias. Les invités. Liam. À l'évocation du nom de son ex-mari, la mâchoire de Desmond se crispa brièvement. Laisse-les tourner, dit-il. Tu n'as jamais été du genre à danser pour obtenir leur approbation. Il fouilla dans la poche de son manteau et lui tendit un petit objet, une carte d'invitation ivoire embossée qu'elle n'avait pas vue. On pouvait y lire simplement « Madame Rita Bradley, invitée d'honneur confirmée, table 1A ». Ce soir-là, Rita s'assit seule dans son bureau et déplia un journal en cuir souple, le même qu'elle utilisait depuis le divorce. Elle n'écrivait pas avec colère ou mesquinerie. Elle écrivait avec clarté. Il n'y avait pas de répliques répétées, pas de vengeance à accomplir. Il ne s'agissait pas de Liam. Ni de Jasmine. Ni de Westland. Il s'agissait de tourner la page, non pas pour la foule, mais pour elle-même. Elle y assisterait, non pas dans une robe éblouissante, ni avec des flashs d'appareils photo dans son sillage. Mais avec une grâce tranquille, une détermination assurée, et le compagnon le plus inattendu à son bras, l'homme qui occuperait bientôt la plus haute fonction du pays, et qu'il avait choisi non pour son pédigré, mais pour son âme. La suite de Georgetown était silencieuse, à l'exception du frottement rythmique d'un pinceau à maquillage sur la peau soyeuse et du doux bourdonnement d'un violon instrumental provenant du haut-parleur d'angle. Rita était assise devant le miroir en pied encadré d'or brossé, la douce lumière du soir reflétant le chatoiement délicat de sa robe, une création sur mesure bleu nuit. Le tissu épousait délicatement ses formes, non pas pour impressionner, mais pour affirmer sa silhouette. Pas de décolleté plongeant ni de paillettes excessives, juste une élégance structurée, puissante et minimaliste. C'était le genre de robe qui ne criait pas la richesse, mais inspirait plutôt l'assurance, faite pour une femme qui avait cessé de se montrer et qui avait simplement commencé à exister, sans complexe. Ses cheveux étaient tirés en un chignon bas et élégant, ses traits définis sans être théâtralisés. Aucun styliste ne l'avait touchée. Elle avait choisi chaque détail de son apparence, car ce soir-là, elle n'était pas mise en scène. Elle était elle-même. Alors qu'elle attachait un fin bracelet offert par Desmond le lendemain de son discours de victoire, Rita jeta un coup d'œil vers la pièce voisine où des agents des services secrets murmuraient discrètement dans leurs écouteurs. Tout avait été préparé en silence pour ce soir, sortie de secours, véhicule-leur, vérification des antécédents des invités. Non pas parce qu'ils s'attendaient à un danger, mais parce que lorsqu'un président élu entre dans une pièce, celle-ci se transforme. Et Desmond Benjamin ne se glisserait pas par la porte de côté. Il marcherait à ses côtés, à découvert. Il l'avait clairement fait comprendre lorsqu'elle lui avait gentiment suggéré d'y aller seule. « Tu n'as pas bâti cette grâce pour la porter seule, » avait-il dit. « Qu'il voit comment tu t'élèves et qui se tient à tes côtés. » Et maintenant, il était là, attendant dans le hall, vêtu d'un costume noir assorti à sa robe, l'expression posée, la présence ancrée dans la réalité. Rita sortit, et la pièce se figea lorsque leurs regards se croisèrent. Le regard de Desmond ne se porta ni sur la robe ni sur les bijoux. Il la regarda droit dans les yeux, ce même regard fixe et indéchiffrable qui avait autrefois apaisé le chaos au plus bas de sa campagne. Il ne sourit pas, ne la flatta pas. Il lui tendit simplement la main. Elle la prit. Aucun mot n'était nécessaire. Le trajet jusqu'au lieu de Westland se fit en silence, à l'exception du grondement sourd des pneus sur l'asphalte. Aucun des deux n'emplissait l'air de discours répétés ou de confrontations imaginaires. Il n'y aurait pas de vengeance ce soir. Pas de représentation. Rita n'allait pas reconquérir sa couronne, elle avait déjà dépassé la cour. Les retrouvailles n'étaient plus une menace. Il ne s'agissait plus que d'une salle remplie de personnes qui n'avaient connu qu'une seule version d'elle. Alors que le cortège ralentissait et que leur nom était discrètement vérifié par la sécurité, Rita poussa un profond soupir. Non pas par anxiété, mais par soulagement. Elle n'avait rien à prouver. Les couloirs de Westland avaient autrefois résonné de rires dédaigneux et de faux éloges. Mais ce soir, elle les arpenterait différemment. Pas comme l'ex de Liam, pas comme la fille qui portait des talons empruntés et se cachait derrière des fleurs. Mais comme Rita Bradley, calme, entière et choisie.
Et quand la porte s'ouvrit, quand les flashs crépitèrent et que les voix se turent, elle ne s'y a pas. Elle s'avança, Desmond à ses côtés, et pour la première fois depuis 20 ans, elle se sentit totalement libre. Les marches de marbre du Westland Grand Hall scintillèrent sous des guirlandes lumineuses blanches, et des valets en manteau bleu marine ouvrirent les portières avec une grâce maîtrisée. Les véhicules de luxe bordés l'allée circulèrent tels des trophées, mais aucun n'attira autant les regards que la Rolls-Royce champagne customisée qui s'arrêta peu après 19 heures. Liam Bernard sortit le premier, drapé dans un smoking anthracite et une pochette blanche impeccable. Son sourire était impeccable, parfait pour la photo, et juste assez exagéré pour laisser entendre qu'il avait déjà remporté la compétition invisible à laquelle tous les autres étaient venus participer. Il tendit la main à Jasmine Donald, qui apparut dans une robe argentée longue qui lui collait au corps comme une armure. Son maquillage était impeccable, soulignant chaque pommette selon des angles calculés. Elle ne regardait pas les caméras, elle les commandait. Elle posait à l'entrée comme s'il s'agissait des Oscars, et non d'une réunion privée d'anciens élèves. Jasmine leva légèrement le menton tandis que Liam entourait sa taille d'un bras, laissant les flashs s'attarder. « Garde ce regard », murmura-t-elle entre ses dents, sans rompre son sourire. « C'est l'image que je veux voir en tendance d'ici minuit. » Liam ne répondit pas, trop absorbé par l'excitation des regards braqués sur eux. Dans la salle de réception, les serveurs tournaient en rond avec des coupes de champagne, et un quatuor à cordes jouait une version douce d'un morceau de Coldplay que personne ne reconnut immédiatement. La décoration était de bon goût, du bon vieux temps sans trop d'efforts, avec du parquet ciré, des photos de classe encadrées du début des années 2000 et des banderoles dorées sur lesquelles on pouvait lire « Westland Legacy, 20 ans d'excellence ». Les invités commençaient tout juste à s'installer dans leur cercle, se remémorant leurs anciens professeurs et leurs scandales oubliés. Mais lorsque Liam et Jasmine entrèrent dans la pièce, le brouhaha des conversations se tourna légèrement vers eux. Les têtes se tournèrent. Des murmures s'élevèrent. Certains étaient impressionnés. D'autres étaient simplement curieux. Liam savourait l'atmosphère. Il se déplaçait tel un politicien, serrant la main de ses anciens camarades, saluant de la tête les professeurs qui doutaient autrefois de son ambition. Jasmine se tenait à ses côtés, vigilante, scrutant les caméras et comptant les invités dignes d'intérêt. « Vous êtes le plus beau couple ici », s'exclama quelqu'un. « Vous avez bien réussi, Bernard. » C'était tout ce que Liam avait besoin d'entendre. Il s'appuya sur l'illusion qu'il avait forgée pendant des mois, il s'épanouissait, il était admiré, il désirait. Il avait remplacé chaque fissure que Rita avait laissée derrière elle. Il jetait de temps en temps un coup d'œil aux grandes portes de la salle de bal, la cherchant du regard. Non pas par amour, mais par fierté. Il avait besoin de voir ce qu'elle était devenue. Il avait besoin qu'elle voie ce qu'il était devenu. Et dans son esprit, cette nuit était le point final d'une histoire où il émergeait vainqueur. Puis les portes s'ouvrirent à nouveau. L'air changea, non pas de manière spectaculaire, non pas avec des halètements, mais avec quelque chose de bien plus puissant, le calme. Chaque conversation s'interrompait, tel un orchestre silencieux attendant le prochain mouvement du chef d'orchestre. Liam se retourna nonchalamment, arborant toujours son sourire suffisant, puis il disparut. Debout dans l'entrée, posée et radieuse, se tenait Rita Bradley. Elle n'était pas seule. À son bras, arborant la posture de commandement que seules des années de service public peuvent enseigner, se tenait le président élu Desmond Benjamin. La foule n'a pas applaudi. Elle ne s'est pas précipitée. Elle est simplement restée silencieuse, respectueuse et stupéfaite. La main de Jasmine se serra autour de son pied de verre. Liam en eut le souffle coupé. Et, d'un seul coup, tous les projecteurs se tournèrent. Non pas vers l'homme aux caméras, mais vers celui qu'il croyait avoir laissé derrière lui. La lumière du lustre reflétait l'éclat subtil de la robe de Rita tandis qu'elle s'avançait, Desmond Benjamin à ses côtés, telle une ombre de puissance. Ses pas étaient mesurés, gracieux, ni timides ni vantards, et pourtant chaque centimètre de sa présence modifiait l'ambiance de la pièce. Le silence qui s'était installé n'était pas celui de la simple surprise. C'était une révérence enveloppée d'incrédulité. Le genre de silence qui n'apparaît que lorsqu'un mythe apparaît incarné. Rita ne souriait pas. Elle ne scrutait pas la salle à la recherche d'approbation. Son regard restait fixé droit devant, non sur ses anciens camarades ou les coins de commérage, mais sur le but qu'elle avait discrètement choisi, se montrer en toute vérité. Desmond marchait à ses côtés avec l'assurance d'un homme habitué à être observé. Il n'était pas là pour la protéger. Il était là pour se tenir aux côtés d'une femme qui n'avait pas besoin d'être sauvée,
seulement d'espace pour s'élever. Liam Bernard resta figé à mi-chemin de la salle de bal, sa coupe de champagne intacte, son expression perdant rapidement son arrogance passée. Le rouge de ses joues s'estompa comme une marée descendante, laissant derrière lui les vestiges creux de l'incrédulité. Pendant un instant, il resta immobile. Impossible. La femme qu'il avait rabaissée. Celle dont il avait divorcé sans hésiter. La femme qu'il avait raillée, trop réservée et trop oubliable, arrivait à son moment avec un air de puissance et de dignité qu'il ne pourrait jamais acheter. À son bras se trouvait le président élu des États-Unis, l'homme le plus en vue du pays. Et pourtant, c'était Rita que la salle observait toujours. La foule s'écarta pour eux naturellement, instinctivement. Jasmine, perchée comme une reine quelques minutes plus tôt, laissa échapper un léger soupir, assez audible pour piquer. Son sourire s'évanouit. Sa prise sur le bras de Liam s'affaissa légèrement. Dans ses yeux, la panique couvait sous ses cils mascara. Les murmures commencèrent doucement, mais ils grandirent comme les ondulations d'une pierre tombée. C'est vraiment elle? Attendez, elle est avec lui? Comment avons-nous pu rater ça? Les téléphones tressautaient dans leurs poches. Les assistants chuchotaient frénétiquement aux organisateurs de l'événement. Rita et Desmond, cependant, continuèrent leur marche calmement, se dirigeant vers le premier rang de la salle de bal où leur nom avait été discrètement gravé sur des marque-places que personne n'avait osé questionner. En arrivant à leur table, Desmond lui tendit sa chaise avec le même sang-froid qu'il avait lors de ses discours au Capitole. Rita s'assit sans hésitation, le menton levé, sa présence inébranlable. Elle ne jeta pas un regard autour d'elle. Elle n'en avait pas besoin. Elle était devenue la tempête et le silence. Liam, quant à lui, sentait sa poitrine se creuser. Le scénario qu'il avait répété dans sa tête toute la semaine, répliques suffisantes, sarcasmes bien sentis, compliments accidentels, s'est effondré comme du papier au feu. Il était venu à ses retrouvailles pour afficher son succès. Mais Rita était arrivée et l'avait redéfini. Ni par le bruit, ni par le spectacle. Mais par un silence inébranlable. D'un seul geste, elle avait brisé toutes les illusions auxquelles il s'accrochait. Jasmine essaya de murmurer quelque chose, mais Liam ne l'entendit pas. Ses yeux étaient toujours fixés sur la femme qui n'avait jamais eu besoin d'élever la voix pour attirer l'attention sur elle. Et tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était regarder. Le cœur de Liam battait fort tandis qu'il regardait Rita et Desmond assis comme des rois à la table 1A. Ses oreilles bourdonnaient d'incrédulité, et tout le reste, la musique, les bavardages, l'odeur du vin et de l'eau de Cologne s'estompait. Il avait répété cette nuit 1000 fois dans sa tête, chaque scénario se terminant par un aperçu de Rita et Jasmine, visiblement bouleversés, peut-être pleins de regrets. Mais rien dans son imagination ne pouvait expliquer la réalité qui venait de se dérouler. Rita n'était pas bouleversée. Elle n'était pas petite. Elle n'était pas en arrière-plan. Elle était désormais un centre de gravité, et la pièce entière penchait vers elle. Pour la première fois depuis des années, la voix de Liam trembla. « Il faut que je lui parle », murmura-t-il à Jasmine, s'éloignant déjà. Elle le saisit brusquement par la manche. « Liam. Ne fais pas de scène. » Sa voix était basse mais tendue, lourde de compréhension. L'aura qu'elle avait portée toute la soirée, celle de la maîtresse immaculée et intouchable devenue mobile, commençait à se fissurer. Elle savait que les caméras la surveillaient toujours, mais elle savait aussi que son influence avait pris un coup dès que Rita avait franchi ses portes. Liam s'écarta sans répondre, traversant la salle de bal d'un pas rapide, ses chaussures claquant à un rythme trop fort et dans un silence qui persistait. Il n'avait aucun plan. Pas de mots. Juste un besoin désespéré de reprendre quelque chose, n'importe quoi, qui ressemblait à du contrôle. Mais avant qu'il puisse l'atteindre, deux hommes de grande taille, vêtus de costumes sombres, s'avancèrent comme des portes de pierre. Ils n'élevèrent pas la voix. Ils ne la menacèrent pas. L'un d'eux leva simplement la main, paume ferme. « Je vais devoir vous demander de reculer, monsieur. » Liam cligna des yeux, stupéfait. « J'ai juste besoin d'un instant. » Oui, un autre agent est apparu à côté du premier. « Monsieur, veuillez retourner à votre table. » Ne lui rendez pas la tâche difficile. Cette phrase le transperça d'un coup de couteau, le laissant percer d'une gêne grandissante. Les gens le regardaient maintenant. Sans chuchoter, mais en la fixant du regard. Jasmine se tenait à mi-chemin de son siège, hésitant entre le rejoindre et préserver le peu de dignité qui leur restait. Liam essaya de nouveau,
baissant la voix. Dis-lui simplement que je veux parler. Elle me connaît. Un agent n'a pas bougé. L'autre répondit simplement, Madame Bradley n'accepte pas d'interaction non autorisée pour le moment. Madame Bradley. Le nom le frappa plus fort que le rejet. Pas seulement Rita. Pas le MS. Pas le Mississippi. Elle avait conservé son nom. Elle avait conservé son identité. Elle n'était pas revenue pour lui prouver quoi que ce soit. Elle était revenue parce qu'elle n'avait jamais eu besoin de sa permission. La honte lui serra la gorge. Les mêmes invités qui avaient applaudi son arrivée une heure plus tôt détournèrent le regard, feignant poliment de ne pas remarquer son refus. Les lèvres de Jasmine se retroussèrent d'une frustration à peine contenue tandis qu'elle observait depuis l'autre bout de la salle. Elle savait ce qui lui échappait. Elle savait que l'histoire qu'ils étaient venus raconter avait été éclipsée, silencieusement, parfaitement, par une vérité qu'aucun d'eux ne pouvait affronter. Liam se retourna lentement, chaque pas vers sa table plus lourd que le précédent. Le poids de son costume, son image, ses illusions, tout cela lui semblait étouffant à présent. Il s'assit, les mains tremblantes sous la nappe, l'écho de la tentative avortée résonnant dans son esprit. Il n'y aurait pas d'arc rédempteur ce soir. Aucune confrontation gracieuse. Pas de dernier mot. Rita l'avait exclu sans même parler. Et, d'une certaine manière, ce silence était plus éloquent que tous les refus qu'il avait connus. Le lendemain matin des retrouvailles, l'actualité explosa de gros titres qui n'avaient rien à voir avec la stratégie politique ou les célébrations des anciens. À 6h04 précise, un article parut sur l'un des blogs d'investigation les plus lus de New York, avec capture d'écran, documents falsifiés et déclarations anonymes d'anciens employés. Le titre était direct et dévastateur, Glorin, la marque de bien-être bâtie sur des mensonges. En dessous, un article de la journaliste d'investigation Marla Klein, connue pour démanteler les empires d'influenceurs et révéler le chaos scintillant qui se cache derrière un succès fabriqué. Le visage de Jasmine Donald, filtré et rayonnant grâce à une récente séance photo de produits, trônait sous le titre comme une couronne sous le feu des projecteurs. En quelques heures, le message avait été partagé, capturé et republié sur toutes les principales plateformes, le hashtag « Glorin » étant devenu tendance dans 6 pays. L'article a tout mis à nu, fausse certification de produits, sociétés écrans créées pour gonfler les chiffres d'affaires. Des investisseurs fantômes étaient répertoriés dans des documents publics. L'article a même révélé une agence de relations publiques engagée par Jasmine pour falsifier des témoignages et organiser de fausses interviews à l'aide de comptes de messagerie jetables. Le nom de Liam apparaissait tout au long de l'article, non pas comme complice, mais comme un bailleur de fonds impliqué financièrement et susceptible d'avoir financé une fraude à son insu. Bien que l'article le dissocie soigneusement de toute responsabilité juridique directe, l'implication était accablante, soit Liam était complice, soit il était assez stupide pour être utilisé. Aucune de ces images n'était de bon augure pour celui qui avait été autrefois salué comme le stratège en or de Wall Street. Mais pour Jasmine, les conséquences furent immédiates et bien plus personnelles. À midi, le principal sponsor de Glorin, un centre de bien-être de charme à Bali, avait rompu ses liens. Le partenaire commun spécialisé dans les soins de la peau avait retiré toute sa marque de son site web. Les entretiens prévus avaient été annulés. Les collaborations ont disparu du jour au lendemain. Jasmine était assise dans son appartement, stupéfaite, incrédule, son téléphone vibrait sans relâche. Elle avait arpenté le sol en marbre pendant des heures, la voix enrouée à force de crier après son manager, son avocat et Liam. Mais aucune colère ne pouvait réparer les dégâts. Ce n'était ni une rumeur ni une campagne de diffamation. C'était une preuve. Des mensonges soigneusement orchestrés l'avaient rattrapée, et maintenant l'empire qu'elle avait persécuté et créé par la force s'effondrait de l'intérieur. Le pire ? Liam refusait même de la regarder dans les yeux. Après l'échec de l'interaction avec Rita lors des retrouvailles, il était rentré chez lui vide et insensible. Maintenant que l'enquête les suivait tous les deux, il était distant et dégoûté non seulement par Jasmine, mais aussi par lui-même. Il avait associé son nom au sien dans plus d'un document. Si elle tombait, il la suivrait, peut-être pas légalement, mais dans tous les milieux qu'il avait autrefois respectés. En désespoir de cause, Jasmine a tenté de détourner le scandale. Elle a rédigé des excuses publiques, vagues et larmoyantes. Elle a publié un article affirmant avoir été trompée par un ancien partenaire commercial. Rien n'a tenu. Les dégâts étaient trop importants. Marla Klein avait des reçus. Pire encore,
de plus en plus de médias s'intéressaient au passé de Jasmine, aux récits de stagiaires non rémunérés, aux accords de confidentialité rompus et aux rumeurs de manipulation remontant à des années. Jasmine n'était pas seulement sous le coup d'une enquête. Elle devenait un exemple édifiant. Sa célébrité s'était construite comme du verre sur du sable. Et maintenant, tout s'écroulait, bruyamment, publiquement, et sans qu'une seule main puisse la rattraper. La lettre arriva dans une enveloppe trop chère pour qu'on puisse la regretter. Du papier blanc cassé, épais, aux bords dorés, comme ceux utilisés pour les invitations à des séjours de luxe ou à des galas réservés aux initiés. Mais l'écriture au recto trahissait quelque chose d'autre, quelque chose de instable, de précipité, presque gêné. Rita Bradley, pouvait-on y lire? Pas de titre. Pas de prétention. Juste son nom, écrit par un homme qui s'accroche à un dernier fragment de son passé. Desmond l'a trouvé en premier, posé sur le bord de la corbeille à courrier, son équipe de sécurité l'ayant déjà scanné à la recherche de menaces. Pas d'adresse de retour. Pas de sceau officiel. Juste le dernier effort d'un homme pour retrouver sa dignité. Il ne l'ouvrit pas. Il le posa simplement sur le bureau de Rita, dans le bureau privé, sans rien dire. Ce soir-là, Rita entra dans la pièce, encore chaussée de talons hauts, après une visite de l'école à laquelle elle avait participé avec Desmond dans le cadre de leurs discrètes actions caritatives. La lumière de la lampe de bureau baignait la lettre d'un douzaure. Elle s'assit, y jeta un coup d'œil et respira profondément avant de glisser son doigt sous le seau. La lettre à l'intérieur était longue, plus d'une page, écrite à l'encre, légèrement maculée au coin. Liam n'avait pas écrit pour raviver la flamme, ni pour supplier, mais pour se confesser. Il reconnaissait ses erreurs, il laissait son ego détruire quelque chose de réel. Il parlait de Jasmine, de mensonges enveloppés de beauté, de bruit pris pour de l'amour. Il parlait de honte, non pas celle qui naît d'un scandale public, mais celle qui s'installe lorsque l'illusion s'estompe et que la vérité demeure. Il n'y avait pas de grande demande. Pas de demande de seconde chance. Juste une ligne vers la fin qui persistait, tu étais la seule personne à me voir clairement et à rester à mes côtés jusqu'à ce que je rende cette présence insupportable. Rita l'a lu une fois. Lentement. Son visage ne changeait pas. Son souffle ne s'arrêtait pas. Il n'y eut pas de larmes. Elle plia simplement la lettre soigneusement, la remit dans l'enveloppe et se leva. Elle traversa le couloir où Desmond était assis sur la véranda, lisant, tandis que le bruit de la ville résonnait au loin et doucement. Sans un mot, elle lui tendit l'enveloppe. Il ne demanda rien. Il n'en avait pas besoin. Il le prit délicatement, le tint un instant, puis le posa sur la petite table à côté de lui sans l'ouvrir. Rita s'assit à côté de lui, retira ses talons et se laissa aller en silence. Ce chapitre était clos. Pas effacé. Pas nié. Juste terminé. Il n'y aurait aucune réponse. Pas de confrontation cathartique. Les mots de Liam étaient arrivés trop tard. Les excuses furent entendues, mais inutiles. Sa vie avait repris son cours. Et dans cette douce lueur du soir, elle aussi. Le sommet mondial des dirigeants des Nations Unies à Genève brillait d'une élégance internationale. La sécurité était renforcée. Les médias se pressaient devant les barricades et les dignitaires arrivaient en convoi arborant drapeaux et blasons nationaux. Dans le grand hall, les caméras ont filmé les dirigeants mondiaux, mais tous les regards se sont rapidement tournés vers les hautes portes vitrées à double battant de l'entrée principale. Elles se sont ouvertes dans un doux silence, révélant le président élu Desmond Benjamin, posé et calme, vêtu d'un costume noir sur mesure et d'une cravate bleu marine subtile assortie à la ceinture en soie de la femme à ses côtés. Rita Bradley Benjamin s'est avancée, et l'instant est entré dans l'histoire. Elle portait une robe gris tourterelle qui scintillait sous la lumière du lustre, ni criarde, ni extravagante, juste inoubliable. Les épaules en arrière, le menton relevé, sa présence reflétait la grâce sans chercher à l'exiger. Ce n'était pas un tapis rouge orchestré. Il ne s'agissait pas d'un coup politique. C'était le monde qui découvrait, pour la première fois publiquement, la femme que Desmond Benjamin avait choisie non seulement comme compagne, mais aussi comme future première dame des États-Unis. L'annonce avait été stratégiquement retardée de plusieurs mois, à dessein. Desmond avait voulu la protéger. Mais maintenant, à ce sommet de coopération et de paix internationale, il se tenait ouvertement à ses côtés. Rita resta silencieuse. Elle n'en avait pas besoin. Tandis qu'elle marchait aux côtés de Desmond le long de la rangée de dignitaires assis, les diplomates se levèrent, non par obligation,
mais par reconnaissance. Il n'y avait pas un murmure de scandale, pas un écho de son ex-femme, pas une trace de la femme autrefois méprisée dans un penthouse new-yorkais. Le nom de Liam Bernard n'existait pas ici. L'histoire de Rita avait été réécrite, non par vengeance, mais par une transformation silencieuse. Arrivé à l'estrade, Desmond se tourna et lui offrit son bras tandis qu'elle s'écartait avec la grâce d'un diplomate chevronné. Des flashs ont immortalisé l'image sous tous les angles, une première dame non issue de l'aristocratie ou des dynasties, mais d'une résilience, d'une dignité et d'une force inimitables et indélébiles. Les ministres des Affaires étrangères ont hoché la tête en signe d'approbation. Les journalistes ont griffonné des notes comme si l'histoire s'écrivait en temps réel. Son profil n'était plus inconnu. Désormais, les médias internationaux la vantaient comme la femme posée qui avait redéfini la prestance. Et à cet instant, sans discours, sans course au titre, Rita Bradley Benjamin est devenue intouchable. Non pas parce qu'elle l'avait demandé. Parce qu'elle l'avait mérité, en silence, avec patience et vérité. Et à New York, où des gens comme Liam et Jasmine dictaient autrefois leurs récits avec fracas, personne ne se souvenait de qui était Rita. Aucune mention de son divorce. Aucune trace des rumeurs de retrouvailles. Seuls les gros titres annonçaient une nouvelle ère d'élégance, que la première dame américaine n'avait pas vu venir. Et Rita, assise à côté de l'homme qui n'avait jamais eu besoin qu'elle soit plus qu'elle-même, sourit simplement, comme si le monde l'avait enfin rattrapée. Les menottes claquèrent autour des poignets de Jasmine Donald au moment même où elle montait sur le toit d'un salon de Soho pour une soirée bien-être qu'elle avait organisée. Soudain, les appareils photos destinés aux photos du tapis rouge se braquèrent sur elle, stupéfaits, tandis que 2 agents fédéraux la flanquaient. Sa robe argentée scintillait sous les flashs, mais son visage, autrefois sculpté par l'assurance, se figea d'humiliation. « Jasmine Donald, vous êtes en état d'arrestation pour fraude d'entreprise, falsification d'identité et fraude électronique », annonça calmement l'agent principal, glissant ses doigts entre le tintement des bijoux et les exclamations de surprise d'anciens abonnés. Les participants reculèrent, les sponsors effacèrent discrètement ces hashtags de leur téléphone, et les barman cessèrent de servir à mi-verre. En un instant, la marque scintillante qu'elle avait manipulée pendant des années s'est effondrée sous le poids de ses propres mensonges. L'enquête avait progressé rapidement après la fuite. La révélation de Marla Klein avait suscité bien plus que des hashtags tendances. Cela a déclenché des assignations à comparaître, des gels bancaires et des témoignages sous scellés. D'anciens stagiaires se sont manifestés. Des investisseurs silencieux ont révélé les traces écrites. Les faux partenariats industriels et les allégations santé de Glorin ont été démentis un à un. Jasmine avait tenté de se faire passer pour une victime de sabotage industriel, mais les reçus racontaient une autre histoire. Elle avait falsifié des contrats avec des fournisseurs, redirigé des fonds de sponsoring vers des comptes offshore et falsifié des avis clients pour gonfler la valeur de la marque avant une fausse annonce de vente. C'était une tromperie classique, et elle avait enfin atteint ses limites. Tandis qu'on la conduisait menottée dans l'escalier, les paparazzis capturaient chaque seconde. Jasmine, autrefois figure emblématique des futurs empires du bien-être, était désormais l'emblème de la fraude par influenceur. Sa photo d'identité judiciaire serait partagée plus de fois que n'importe laquelle de ses publications soigneusement sélectionnées. Pendant ce temps, Liam Bernard était assis seul dans le coin sombre d'un appartement à moitié vide, où il avait emménagé discrètement après la saisie de ses biens et le gel de ses avoirs. Non inculpé, mais souillé, le nom de Liam était devenu radioactif dans toutes les salles de conseil et agences immobilières. Des entreprises lui ont retiré son accès. D'anciens clients ont refusé ses appels. Son titre d'investisseur silencieux dans l'empire de Jasmine n'était plus secret. Cela criait soit à la complicité, soit à la stupidité, et ni l'un ni l'autre ne servait son avenir. Il a tenté de se ressaisir une fois, en lançant un podcast sur la reprise financière, qui a fait un flop dès le premier épisode. Chaque tentative de réémergence a été accueillie avec dérision ou indifférence. Personne ne se souciait de ce que Liam Bernard avait à dire. Sa boîte mail, autrefois remplie d'invitations à des galas et de propositions d'investissement, résonnait désormais de spam et de silence. Même sa famille gardait ses distances, gênée par les gros titres, peu disposée à répondre aux questions d'un homme qui avait autrefois raillé et rejeté une femme de valeur pour quelque chose de plus clinquant et frauduleux. Il n'y avait plus d'excuses à écrire. Plus de discours à débiter. Il ne lui restait plus que des regrets. Il a fait défiler les images du sommet de Genève, où Rita, son ex-femme, était saluée comme une nouvelle icône mondiale de l'élégance moderne. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas fulminé.
Il se contenta de le fixer. La femme qui l'avait réduite au silence était désormais plus vénérée que jamais, et elle y était parvenue sans vengeance. Elle ne l'avait pas détruit. Ses propres choix avaient changé. Et tandis que l'arrestation de Jasmine était rediffusée au journal télévisé, Liam ne broncha pas. Il resta simplement assis, seul, à contempler un avenir qui ne portait plus son nom. La chute n'était plus bruyante. Elle était silencieuse. Froide. Finale. Le ciel au-dessus de la plage privée était peint des douces teintes de l'aube, des roses discrets effleurant délicatement l'horizon orange pâle. Les vagues murmuraient sur le sable, rythmées et tendres, comme si la nature elle-même s'était arrêtée pour respirer. Rita se tenait pieds nus sur le rivage, l'eau de l'océan ondulant autour de ses chevilles comme de la soie. Sa robe de coton blanc flottait légèrement au vent, ample et insouciante, et ses cheveux, détachés pour une fois, dansaient sur ses épaules en douce volute. Derrière elle, le domaine isolé brillait faiblement sous le soleil levant. Pas d'hélicoptère. Pas de personnel. Pas de bruit. Juste la paix, celle qu'elle n'avait jamais connue dans sa vie antérieure. Aucune tension à dissiper. Aucune histoire à réécrire. Juste son souffle coupé par les vagues et la calme assurance qu'elle n'avait plus rien à prouver. Desmond la rejoignit quelques instants plus tard, un café dans une main, l'autre glissant aisément dans la sienne tandis qu'il l'embrassait sur l'épaule sans un mot. Il portait un simple pantalon en lin et un pull bleu marine, sa présence aussi silencieuse que l'aube qu'il partageait. Il parlait peu. Ils n'avaient jamais besoin de se parler beaucoup. Il y avait toujours eu cette beauté entre eux, cette intimité faite de silence, d'observer le monde plutôt que de le traverser à toute vitesse. À ce moment-là, aucune caméra ne les poursuivait, aucune déclaration à faire. Rita n'était pas l'épouse du président. Elle n'était l'ex de personne. Elle était simplement elle-même, entière, guérie, vue. Desmond sourit tandis qu'elle regardait la mer, sa main serrant doucement la sienne. « Ils ne comprennent toujours pas ta puissance, dit-il doucement. Elle lui jeta un regard amusé. Ils n'y sont pas obligés. Moi, si. Aucun titre ne immortaliserait ce moment. Aucune photo virale, aucun tag tendance. Le monde avait déjà eu son lot, le sommet mondial, l'engouement médiatique, l'élégance qui avait stupéfié une nation. Mais ça? C'était le sien. Après tout, le divorce, l'humiliation, les murmures, l'ascension, Rita avait choisi de ne pas jubiler. De ne pas chercher à tourner la page dans la chute d'autrui. Elle avait regardé Liam et Jasmine s'effondrer de loin, non pas avec satisfaction, mais avec immobilité. Elle n'avait jamais eu besoin de leurs excuses. Sa vie l'avait plus validée que n'importe quelle excuse. Elle avait traversé le feu et, au lieu de brûler, elle avait fleuri. Silencieusement. Avec grâce. En permanence. Alors que le soleil s'élevait au-dessus de la ligne de flottaison, dessinant un sillage doré sur la mer, Rita se pencha vers Desmond et ferma les yeux. Derrière eux se trouvait le pays qu'ils allaient bientôt servir. Devant eux s'étendait l'eau, infinie et ouverte. Et entre eux se dressait un héritage bâti non sur la vengeance, mais sur la guérison. Sur la présence. D'un amour qui ne réclamait pas la vedette. Ils se tenaient au bord d'un nouveau chapitre, sans bruit, sans amertume, sans fantôme. Juste le doux silence de la victoire, silencieuse, totale, et la sienne. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.